La guerre entre plateformes et gouvernements est déclarée. Après l'arrestation du patron de Telegram et les excuses de Mark Zuckerberg, un vent de panique semble souffler sur les géants de la tech. Les autorités semblent prêtes à tout pour censurer ces plateformes, quitte à outrepasser leurs droits. Nous dévoilerons pourquoi certains gouvernements n'auraient pas dû faire pression pour censurer certains dossiers sensibles comme le Covid et Hunter Biden. Et nous analyserons les rapports de transparence des plateformes pour exposer comment elles gardent le contrôle de l'information. Pour savoir qui des deux va gagner ce bras de fer de la manipulation de la pensée, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Ça coule de source. Alors, que se passe-t-il au juste? Vous avez vu comme moi, non? Les PDG des plus grandes plateformes de réseaux sociaux paniquent. Pendant que certains s'excusent, d'autres fuient. Alors, sentirait-il le vent tourner? C'est possible. Il faut dire que les autorités ont trouvé le moyen de les faire vaciller. Ce moyen, c'est la liberté d'expression. Et vous allez voir que la situation a de quoi nous faire rire. Pensez bien que les deux camps ont compris une chose. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Pour le moment, les plateformes avaient pris une avance notable sur le sujet. Mais ça semble déplaire fortement aux gouvernements qui veulent reprendre la main. Alors, ces derniers attaquent, menacent, empilent de nouvelles normes pour asphyxier les géants de la tech. Mais s'est-on posé la question essentielle? En ont-ils le droit? Oh, je vous vois venir. Vous vous dites, tiens, il va nous dresser le tableau des gentils réseaux sociaux contre les méchants gouvernements. Non, rassurez-vous, tout le monde va être logé à la même enseigne. Les plateformes, je m'en occupe tout à l'heure. Vous ne serez pas déçus. Mais là, on va se focaliser sur leur légitimité pour maîtriser ce qui peut être dit ou non. Il y en a un qui sait quelque chose par rapport à ça, c'est le fondateur de Telegram, Pavel Durov, qui a été arrêté en France. Sur les 12 chefs d'accusation retenus contre lui, 6 sont clairement discutables. Prenons les 3 plus parlants comme complicité de diffusion d'images à caractère pédopornographique en bande organisée, complicité d'acquisition de produits stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit. Rien ne vous étonne déjà à ce stade? Eh bien, M. Durov n'a pas fait directement ces exactions. Ce sont des utilisateurs de Telegram qui se sont rendus coupables de tous ces crimes. Et en tant que PDG, il serait donc responsable de crimes commis par d'autres? Stop! Premier problème. La loi numérique européenne est très claire là-dessus. Les plateformes ne sont pas responsables des informations diffusées et reçues. Et cerise sur le gâteau, elles n'ont même pas d'obligation générale de supervision de leurs espaces. Alors, pourquoi ils seraient tenus responsables des actions faites par près d'1 milliard de ces utilisateurs? Cette pression gouvernementale semble donc injustifiée. C'est ce que dénonce avoir subi également Mark Zuckerberg dans une lettre adressée au président de la Chambre des représentants, Jim Jordan. Il a déclaré « Je regrette d'avoir cédé aux pressions et je n'en referai plus la même erreur à l'avenir ». Sur ordre du gouvernement américain, il avait par le passé censuré à plusieurs reprises certains contenus qui se sont révélés exacts quelque temps plus tard. Avait-il raison d'agir ainsi? Pour y répondre, on va reprendre 2 informations parlantes. La fuite du laboratoire pendant la crise du Covid et l'ordinateur d'Hunter Biden. Pour le Covid, souvenez-vous, celles et ceux qui avaient l'audace, que dis-je, l'outrecuidance, d'évoquer une possible fuite du laboratoire PK de Wuhan étaient taxés de vilains complotistes. Sauf que cette information aujourd'hui est la plus probable, selon les plus grands experts. Si l'on reprend rapidement le cours des événements, à la même époque, plusieurs scientifiques de renom soutenaient qu'une fuite du laboratoire était possible. Début 2020, Alina Chan, biologiste moléculaire à Harvard, a coécrit un article scientifique suggérant que le SARS-CoV-2 était déjà préadapté aux humains lors de sa première détection. Ensuite, Robert Enfield, virologue et ancien directeur du Centre de prévention des maladies aux États-Unis, a été l'un des premiers scientifiques de haut niveau à soutenir publiquement l'hypothèse de la fuite du labo. Richard Enright, enfin, biologiste moléculaire à l'université Rutgers, a également soutenu que l'hypothèse de la fuite du laboratoire méritait une enquête sérieuse. Il a critiqué le rejet prématuré de cette théorie par certains scientifiques et médias. Les fact-checkers de Meta pouvaient-ils ignorer ces prises de position? Clairement, non. Allez, on monte d'un cran. Et c'est peu de le dire avec l'affaire du portable d'Hunter Biden.
À l'époque, le FBI aurait fait pression sur Meta pour supprimer les informations relatives à l'ordinateur d'Hunter Biden. Motif évoqué, des informations russes. On a de quoi en douter. Le 14 octobre 2020, le New York Post publiait un article révélant l'existence d'emails et de données prétendument trouvées sur un ordinateur portable d'Hunter Biden. Là encore, les faits sont parlants. Ils discréditent les justifications de censure, car on avait des preuves à l'époque. Tony Bobulinski, un ancien associé d'Hunter Biden, il a bien confirmé publiquement l'authenticité de certains emails qui mentionnaient des discussions commerciales avec des entités étrangères, comme la Chine par exemple. Ensuite, des journalistes, comme ceux du Wall Street Journal et du New York Post, ont examiné certains de ces emails. Pour eux, pas de doute, ils sont authentiques. Et enfin, des experts de cybersécurité ont passé le disque dur au peigne fin. Résultat sans appel. Pas de manipulation sur celui-ci. Donc clairement, le gouvernement Biden n'avait pas le droit de censurer l'affaire Biden. Ça sonne étrange, non? Ok, mais Meta pouvait-il refuser? Franchement, pas évident vu la nature explosive de l'affaire et pourtant, il en a tous les droits. Eh bien si, c'est garanti par un tout petit bout de papier. Bon, qui ne semble pas avoir de valeur aujourd'hui. Mais si, vous savez, comment on appelle ça? C'est la Constitution américaine? Et en plus, pas besoin de chercher bien loin, c'est le premier amendement. Le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté de parole ou de la presse. Cela protège donc contre la censure directe avec une loi qui interdirait la publication de certains discours. Mais cela protège aussi, et c'est ce qui nous intéresse là particulièrement, contre des actions gouvernementales indirectes qui visent à restreindre la parole. Dans des affaires précédentes, la Cour suprême des États-Unis a clairement affirmé que le gouvernement ne pouvait pas contourner la Constitution en déléguant la censure à des entités privées. Ce qui est précisément notre cas avec l'affaire Hunter Biden. Et pendant que certains comme Meta cédaient aux injonctions, un autre lui fait cavalier seul et se bat. Ah ça oui, il se bat, c'est Elon Musk. Il n'aime pas trop qu'on lui dise ce qu'il faut censurer ou pas. Il fait d'ailleurs face à un conflit frontal avec l'Union européenne et plus spécifiquement avec Thierry Breton, le commissaire chargé du Digital Services Act, ou DSA pour les intimes, qui impose aux plateformes une plus grande transparence. Dans ce cadre, X a été récemment attaqué et critiqué pour sa gestion du contenu lié au conflit israélo-palestinien. Il aurait laissé, selon les autorités, circuler de la désinformation et des contenus antisémites. Suite à ça, des manifestations pro-palestiniennes ont éclaté au Royaume-Uni, suscitant des controverses politiques. Ce qui nous intéresse ici, c'est la forme. Je m'explique. Au titre du règlement du DSA, applicable en Europe, il est reproché à Musk des exactions commises au Royaume-Uni. Il n'y a rien qui vous choque? Il me semble, je ne sais pas, que depuis le Brexit, l'Angleterre ne fait plus partie de la zone européenne. Donc, légalement parlant, le droit ne s'applique pas. Est-ce encore une preuve que les autorités outrepassent leurs droits? Mais rassurez-vous, les plateformes ne sont pas blanc-bleu pour autant, car non, elles jouent un double jeu. Elles se présentent comme des victimes, mais ne sont-elles pas elles-mêmes accusées régulièrement de censure arbitraire et d'un contrôle absolu de l'information? En préparant le sujet, on s'est rendu compte que le DSA avait amené un truc un petit peu sympathique. C'est l'obligation pour les plateformes de publier ce qu'on appelle des rapports de transparence pour voir si tout va bien. Génial! Nous, on s'est dit qu'on allait en apprendre plus. Oh, quelle ne fut pas notre déception. Alors oui, on a des chiffres, mais on n'a pas les bons. C'est un peu comme si je vous donnais la recette du crumble aux pommes avec tous les ingrédients sans vous donner les quantités. Bon, de toute façon, pour moi, la question ne se pose pas puisque même avec les quantités, ça serait catastrophique. Allez, oublions cette analogie culinaire un instant pour vous expliquer ce qu'il en est pour nos plateformes numériques. Imaginons qu'une plateforme comme X ou Meta publie un rapport indiquant qu'elle a modéré 500 000 contenus au cours d'un trimestre, en précisant bien les catégories comme la violence ou la désinformation. Très bien, c'est un bon point de départ. Mais ça nous fait une belle jambe, car on n'a aucun détail sur le nombre de contenus supprimés par erreur, par exemple, ou les révisions réussies après contestation. Pareil pour les recours. Le rapport parle bien de la possibilité pour les utilisateurs de faire appel, mais il ne dit pas clairement combien d'appels aboutissent ou
comment un contenu peut être remis en ligne après vérification. Donc, la balance entre contenu supprimé ou laissé par erreur empêche une réelle efficacité de la modération. Finalement, ce sont les dirigeants et les algorithmes qui restent omnipotents dans la modération de tous les contenus. Il nous est clairement impossible de percer à jour cette forteresse. Enfin, pas tout à fait, car une ancienne salariée de Meta, Frances Haugen, avait levé le voile sur les pratiques de son entreprise du temps où elle était responsable de la lutte contre la désinformation. Devant le Sénat américain, elle avait révélé une véritable boîte noire, avec ses propres règles. Par exemple, une modération à 2 vitesses, avec le programme X-Check. En gros, si vous étiez considéré comme un VIP, pas de modération pour vous, liberté totale. Mais pour le reste de la population, vous deviez passer par le crible du module de modération. Autre point important, ce sont les algorithmes qui auraient, selon elle, des lacunes majeures. Le rapport Center for Democracy and Technology explique que seulement une décision automatisée sur 2 est contrôlée par un humain. Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que les ingénieurs en interne de Meta reconnaissent que parfois, ils ne comprennent pas le fonctionnement de leurs propres algorithmes de recommandation. Waouh! Une décision sur 2 est gérée par un algorithme dont on ne comprend pas le fonctionnement. On comprend mieux pourquoi je parlais de boîte noire tout à l'heure. L'algorithme, c'est l'élément majeur qui nous amène à notre dernière partie et qui est la plus intéressante. Celle qui va nous montrer toute l'importance de maîtriser l'information pour justement ne pas se faire manipuler. Pour comprendre, il faut s'intéresser à ça, l'algorithme de recommandation. C'est lui qui va vous proposer des vidéos en fonction de votre utilisation. Si vous adorez les chats, vous aurez des vidéos de chats. Bon, pas de souci pour les chats. Mais la recommandation a naturellement tendance à vous diriger vers des contenus toujours plus polémiques, qui nous enferment dans des discours polarisants. C'est ce qu'on appelle des bulles d'infos. Cela a indéniablement un impact direct sur la propagation de la désinformation. En effet, difficile d'avoir une vision objective quand vous brassez toujours la même type d'infos. Et la Russie et la Chine l'ont bien compris et sont devenus les maîtres en la matière. Ils veulent orienter votre façon de penser pour se caler sur leurs objectifs. Une étude du CNRS démontre clairement comment ces plateformes sont devenues des terrains de manipulation de la Russie pour polariser la société pendant les dernières élections législatives françaises. L'objectif était clair: amplifier les discours extrêmes, affaiblir les partis modérés et pousser les candidats pro-Kremlin à gagner du terrain. Comment on fait? Très simple. On joue sur l'émotionnel, par exemple, en exploitant des événements du conflit israélo-palestinien. La Chine, selon l'évaluation des services de renseignement américains, semble adopter une approche d'ingérence inspirée de la Russie. Elle utilise des techniques sophistiquées pour interférer dans les élections présidentielles américaines. Elle utilise ce que l'on appelle le spammouflage, en créant des comptes secrets qui se font passer pour des partisans américains de Donald Trump. Ces comptes sont utilisés pour diffuser des théories du complot, attiser les divisions politiques et affaiblir le gouvernement en place. Cette stratégie sème la confusion parmi les électeurs et crée une méfiance généralisée envers les institutions démocratiques américaines. Alors, qui a réellement le pouvoir de manipuler la pensée? Les gouvernements ou les plateformes? Les deux, mon capitaine. Et c'est bien pour cette raison qu'une lutte acharnée est en train de s'opérer sous nos yeux. Ce qui est drôle, c'est que les deux camps utilisent le motif de la liberté d'expression pour faire avancer leur agenda. Cette guerre ouverte n'est pas juste une bataille pour la transparence ou la modération, non. C'est une lutte pour le contrôle de l'opinion publique. Savoir ce que vous pensez, ce que vous lisez, ce que vous postez. C'est ça qui se joue en arrière-plan. Alors la question essentielle qui se pose ici est simple. À qui faites-vous réellement confiance pour préserver votre liberté d'expression? Je vous remercie pour votre fidélité. Si vous avez aimé notre contenu, pensez à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin les uns des autres et restez libres.